Salut tout le monde. Aujourd'hui dans Galerie de Toon, nous allons parler de pas moins qu'une véritable légende de la galaxie Looney Tunes. Un personnage iconique dont l'existence a généré un impact massif chez les historiens et autres fans d'animation. Est-ce un personnage aussi complexe et versatile qu'un Bugs, un Daffy ou un Gros Minet? Est-ce une caricature ayant accroché l'audience d'alors et qui a fini par exister comme personnage à part entière, comme Charlie Lecoq? Eh bien en réalité, c'est un personnage qui, durant l'âge d'or, est apparu une seule fois. Et c'est une grenouille. Qui danse et qui chante. Eh ben comme quoi, entrer dans la légende, ça tient à rien en fait. Nous, de mon temps, on avait Crazy Frog. Bon d'accord, ce n'est pas très vendeur dit comme ça. Mais voyons ce qui a fait la notoriété de cet étrange amphibien et de son unique cartoon de l'âge d'or des Looney Tunes, One Froggy Evening, sorti le 31 décembre 1955. Réalisé par le maestro Chuck Jones, One Froggy Evening narre une sorte de fable des temps modernes, car il nous fait suivre un ouvrier qui découvre, sur le chantier de déconstruction d'un vieil immeuble, une boîte renfermant ce qui paraît être au spectateur découvrant le cartoon, une simple grenouille ordinaire. Mais à peine le spectateur se demande pourquoi une grenouille et qu'est-ce qu'elle fout là, qu'elle sort un haut de forme et se met à danser et chanter cet air devenu iconique. Hello my baby, hello my honey, hello my ragtime gal, send me a kiss by wire. Baby, my heart's on fire. Comme le ferait presque n'importe quel être humain face à une telle situation, l'ouvrier se met en tête d'exploiter cette incroyable découverte pour faire fortune. Mais le hic, c'est que cette grenouille ne se met à danser et chanter quand sa présence est seulement la sienne, signifiant qu'en face de n'importe qui d'autre, elle agira comme une bête grenouille ordinaire. Et c'est ainsi le début de la descente aux enfers pour l'ouvrier qui tente désespérément de dévoiler au monde les talents incroyables du batracien, quitte à y perdre ses sous, ses possessions et sa santé mentale. Pour l'anecdote, en 1944 est sorti un film avec Cary Grant nommé Étrange Histoire et impliquant un producteur de Broadway au bord de la faillite et une chenille qui danse. Je n'ai aucune idée si, ni preuve que, ça a inspiré One Froggy Evening, d'autant que je ne l'ai même pas vu, mais maintenant vous saurez que ça existe. Bref, quelque part, c'est une histoire semblant plutôt simple que nous ont pondu Chuck Jones et son scénariste de toujours Michael Maltese. L'exploitation du bon vieux coup de l'homme pris pour un fou parce qu'il voit quelque chose que les autres ne voient pas. Et pourtant, c'est bien la preuve que Jones ne traite pas les choses par-dessus la jambe, même quand il s'agit quelque part, entre guillemets, d'un cartoon parmi d'autres, remplissant le quota de cartoons réalisés annuellement entre deux Bugs Bunny. Et comme je le disais, les historiens, fans et autres personnalités de l'animation ne s'y sont pas trompés, en le considérant comme l'un des plus grands classiques jamais réalisés par la Termite Terrace. Il est fréquemment dans les sélections des plus grands cartoons de tous les temps, le bruit veut que Steven Spielberg l'ait qualifié de Citizen Kane du cartoon, et il fait partie des quelques cartoons Looney Tunes à être sélectionné pour être conservé parmi le National Film Registry en 2003, ce qui en fait le troisième cartoon de Chuck Jones à en faire partie, après What's Up Braddock et Duck Amuck. A titre personnel, je reconnais clairement que c'est un grand cartoon, dont les qualités maintes fois citées sont véridiques, même si, de manière subjective, ce n'est pas un de mes favoris absolus. Et oui, c'est possible de distinguer son opinion subjective des qualités objectives d'une œuvre. Ça reste un cartoon que j'aime beaucoup, et de plus en plus avec le temps. Alors déjà, il y a la grenouille elle-même. Je veux dire, on est là pour le personnage, ça s'appelle Galerie de Toon après tout. Elle s'appelle Michigan J. Frog, bien qu'elle n'avait pas encore de nom à l'époque de One Froggy Evening, mais je vais y revenir sous peu. Comme je le disais plus tôt, la principale personnalité de cette grenouille est de danser et chanter en la présence seule d'une certaine personne. Autrement, c'est une grenouille sans émotion qui coise de temps à autre. On ne sait pas d'où elle vient, ni de quand elle vient même, puisque tout indique qu'elle traverse les âges, comme on le voit à la fin de One Froggy Evening, lorsque l'ouvrier se débarrasse d'elle en l'enfermant dans le chantier de construction d'un nouvel immeuble, avant qu'elle ne soit retrouvée un siècle plus tard par une nouvelle personne. Et le cycle recommence. Ce qui en fait quelque part un fardeau immortel pour l'avidité des hommes de toute génération. Car effectivement, ce cartoon a quasi tout le temps été évoqué comme une fable cynique avec une morale contre l'avidité. Et comme toutes les fables, ça se termine mal pour la personne se retrouvant impliquée dedans. L'ouvrier dépense son argent et hypothèque ou vend ses possessions pour espérer faire fortune avec la grenouille. Mais tout cela échoue et il se retrouve non seulement à la rue, mais aussi dans un hôpital psychiatrique parce qu'on ne le croit pas lorsqu'il désigne la grenouille comme douée de la parole et du chant. Jusqu'à ce qu'il refile la malédiction à quelqu'un d'autre tombant dans le piège de l'avidité et le cycle infernal recommence. Ah, donc en fait c'est le précurseur de la 4ème dimension. En somme, il n'y avait que Chuck Jones et Michael Maltese, adeptes des histoires cyniques depuis le milieu des années 40, pour créer une telle histoire et autant de complexité cruelle derrière un personnage aussi simple. L'œuvre a notamment marqué pour sa réalisation.
En termes d'animation déjà, l'équipe de Chuck exploitant avec brio la dichotomie entre les deux faces de cette grenouille, celle inexpressive et limitée en mouvement, et celle plus dynamique et enjouée. Dans les deux cas, tout paraît extrêmement crédible. Jones convoque notamment Ken Harris pour les danses de la grenouille. Harris qui est effectivement souvent appelé pour des scènes impliquant de la danse, pour des résultats impressionnants et mémorables. Mais lorsque la grenouille est inexpressive, on sent aussi le soin et que la démarche derrière son animation limitée n'est pas faite au hasard. Il faut qu'elle paraisse comme une grenouille crédible. D'après Chuck, tout enfant ayant pris une grenouille dans ses mains sait comment son corps se pose et ses membres pendouillent. Nous devions nous assurer dès les premières secondes où il apparaît à l'écran que Michigan ressemble à une grenouille. Même ses yeux clignent de bas en haut. Ce sont des détails comme ça qu'on ne remarque pas forcément consciemment du premier coup, mais inconsciemment, on sait que l'accumulation de ces détails contribue à la crédibilité et à l'immersion, et c'est là qu'on se doute que ça a été soigné. One Froggy Evening est également une réussite de cadrage et de layout, grâce à Jones et Robert Gribrock, durant une courte période où Jones devait se passer de Maurice Noble, qui travaillait ailleurs. J'aime beaucoup l'usage des cadrages de travers et l'intelligence du champ contre champ. Mais surtout, One Froggy Evening s'inscrit parmi les tentatives les plus iconiques de Jones aux pantomimes qu'il chérit tant. Je parlais de High Note, également de Jones, dans une précédente vidéo, un de mes cartoons préférés de tous les temps, pour sa façon de donner vie à des éléments qui n'ont pas de visage, et donc pas d'expression faciale ni de don de la parole. Le rapport? Oh, je voulais juste évoquer un chef-d'œuvre qui mérite aussi votre attention. Mais ici, le challenge pour Chuck est de faire en sorte que la voix de la grenouille soit la seule que l'on entend. Les personnages humains se contentent de leurs expressions faciales et de leur langage corporel, avec une certaine économie du mouvement le plus souvent, mais encore une fois, il faut que tout cela paraisse crédible, et la direction de Jones fait des étincelles avec ce principe. This is the vital factor in all comedy or all drama, is what are your disciplines? The discipline here was that nobody was to hear the voice of the frog except the guy that found it. And the only voice that you would hear, the only voice would be that of the frog. But it had to be natural. That just seemed like it was natural. That to me is the most difficult of all. Ça rajoute du cachet à cette histoire de grenouille dont on ne croit pas la faculté de chanter quelque part. La voix de la grenouille est assurée non pas par Mel Blanc, comme 90% des personnages mâles des Looney Tunes, mais par un certain Bill Roberts, un baryton surtout connu à Hollywood à l'époque comme chanteur dans des nightclubs, mais pas très connu aujourd'hui parce que n'ayant pas reçu beaucoup de crédit. A priori, sa seule apparition dans des cartoons avant celui-là fut la voix chantée du putois dans le cartoon de Tex Avery, Little Tinker. Michigan chante majoritairement des chansons préexistantes provenant des années 1800 et 1900. La seule exception étant la chanson Michigan Rag, que Jones a écrite en collaboration avec Maltese et le compositeur du cartoon Milt Franklin, parce qu'il souhaitait utiliser un morceau de ragtime à un moment du cartoon, mais ne parvenait pas à en trouver un qui le satisfasse. Jump, romp, pump the Michigan, jump, clump, pump the Michigan rag, that lovin' rag. On ne pourra clairement pas reprocher au réalisateur sa méticulosité, qui brille tout le long du cartoon. Et si vous vous posiez la question, oui, c'est notamment à Michigan Rag que l'on doit le nom de cette grenouille. En fait, avant cela, la grenouille avait un tout autre nom, puisqu'il fallait lui en donner un pour introduire son cartoon lors d'un épisode du Bugs Bunny Show. Après la coupure pub, on retrouvait un carton pour indiquer la venue du cartoon One Froggy Evening avec ce personnage, qui pour l'occasion avait été baptisé... Bon allez, essayez de deviner. Eh non, perdu, c'était Enrico. Le nom peut prêter à sourire pour un personnage pareil, mais d'après un commentaire que j'ai trouvé, a priori, il doit ce nom au ténor italien Enrico Caruso, la grenouille prenant une voix de ténor occasionnellement. Je ne peux pas prouver l'authenticité de ce propos venant d'un commentaire trouvé sous une vidéo YouTube parmi d'autres, mais ça ne me semble pas impossible. Quoi qu'il en soit, Chuck l'a renommé durant les années 70, et je l'imagine tellement regarder autour de lui pour venir avec un nom lorsqu'il le devait. Il est donc allé avec Michigan Frog, en référence au Michigan Rag donc, jusqu'à ce que dans un article pour Time Magazine écrit par un certain Jay Cox, ce dernier indiquait qu'il trouvait qu'il manquait un petit quelque chose, comme une initiale au milieu par exemple. Et donc Jones a simplement proposé de prendre le prénom de Jay, son initiale, pour que ça fasse Michigan J. Frog. Pourquoi pas? Après tout, on a bien Michael J. Fox aussi. D'autant que c'était le bon moment pour lui trouver un nom, parce que la popularité du petit gars montait, et ce encore une fois alors qu'à l'époque, il n'avait fait qu'une seule apparition dans un seul cartoon. Ce qui changera en 1995, lorsque Jones lui-même lui donne une nouvelle occasion de briller à l'écran dans Another Froggy Evening. Un cartoon confirmant la nature étrange autour de cette grenouille, car là, elle traverse littéralement les âges, de l'âge de pierre jusqu'à nos jours. Tout en tourmentant au passage quelques personnes et leur avidité bien sûr. Des personnes ressemblant toutes à l'ouvrier du cartoon original, pour aller plus loin dans le côté cycle sans fin.
Cette fois-ci, Michigan chante avec la voix de Jeff McCarthy, et le côté anachronique est clairement plus assumé, la grenouille chantant des airs qui n'existeront que dans plusieurs années. Mais surtout, le batracien semble avoir un lien étroit avec les Martiens. Oh mon dieu. Tout se regroupe. En effet, à la fin du cartoon, il est repêché par Marvin, qui nous apprend que les coassements de la grenouille sont en fait du langage martien. Le cartoon se terminant avec Marvin chantant en duo avec Michigan. Voilà. Et elle était bonne la drogue ce jour-là? Ah, et Marvin fait la taille d'une grenouille apparemment. Michigan fera aussi un petit coucou / clin d'œil dans le tout dernier cartoon de Chuck, From Here to Eternity, en 97, lorsqu'il est trouvé puis rejeté aussitôt par Sam le pirate. Oui, on le rappelle, les Looney Tunes, véritable univers partagé. Et c'est peu de le dire, puisqu'en plus de cela, les années 90 seront l'occasion pour Michigan de s'incruster dans d'autres séries Warner, comme beaucoup d'autres personnages des Looney Tunes. On le retrouvera notamment en caméo dans les Animaniacs, et pour des intrigues complètes dans les Tiny Toons et Titi et Gros Minet mènent l'enquête. Il s'y verra doté d'une personnalité plus poussée, en tout cas dépassant le simple grenouille expressive, uniquement la présence seule d'une personne. Sauf le cas de l'épisode des Tiny Toons Psychic Phenomenon Day, reprenant l'idée du cartoon original sous un twist différent, avec les élèves de la classe des Toons participant à un cours où il faut disséquer une grenouille morte, sauf que Hampton se retrouve avec Michigan, qui, non content d'avoir fait exprès de dire qu'il était mort, chante et danse. Mais bien sûr, comme le veut la tradition, personne ne le croit. Même si le côté fable sur l'avidité n'est plus là, privilégiant le quiproquo de la personne que personne ne croit. Dans ses autres apparitions, il est plus affirmé comme personnage existant à part entière, notamment dans Titi et Gros Minet mènent l'enquête, où il est la vedette du studio Warner Bros qui se retrouve kidnappé. Et là encore, vedette de Warner Bros, c'est le cas de le dire, puisqu'à partir de 1995, sacrée année pour Michigan décidément, il a servi de mascotte pour la chaîne The WB, qui hébergeait donc Titi et Gros Minet mènent l'enquête notamment. Une mascotte symbolique pour attirer toute une variété d'audience, ce jusqu'à ce qu'on décide de mettre cette image à la retraite. 2 fois. D'abord en 2005, pensant qu'il fallait une nouvelle mascotte pour la chaîne pour parler plus aux adolescents et aux jeunes adultes, et ensuite en septembre 2006 avec la fin de la chaîne WB pour laisser sa place à The CW et ses fameux programmes que l'on ne présente plus. Le tout dernier spot télé de la chaîne The WB, annonçant sa fin, se termine même par la silhouette de Michigan tirant sa révérence, et la chaîne également au travers de cela. Encore une fois, c'est bien pour la symbolique, la chaîne se terminant avec le personnage qu'il a littéralement officiellement lancé. Gee, Daffy, I wonder who they're gonna get to pull the switch. À part quelques comics en parallèle, dont un crossover avec l'univers d'ici faisant que c'est Green Lantern qui se retrouve tourmenté par la grenouille, il semble que ce soit pratiquement silence radio. Les 2 apparitions les plus récentes cataloguées sont de 2016 et 2018. En 2016 dans New Looney Tunes, où il s'avère être une grenouille venue du futur envoyant un robot dans le passé pour régner les bugs, sans raison apparente. Bon ok, peut-être que j'étais un peu trop dur avec la fin de Another Froggy Evening. Et en 2018, au service du parc d'attractions Warner Bros World à Abu Dhabi. Plus spécifiquement, l'attraction Animayam. Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime gal. Tell me I'm your own. Et si vous voulez aller plus loin, il est aussi un personnage jouable dans le jeu free-to-play Looney Tunes Monde en pagaille. Mais ça s'arrête là. C'est quelque part surprenant qu'il soit si peu exploité depuis la fin de la chaîne The WB, compte tenu de son caractère assez iconique, comme si la prévention envers la cupidité, qu'il personnifie depuis les débuts, était réellement prise au sérieux pour éviter une surexploitation. Mais rétrospectivement, de base, ça paraît également surprenant qu'il ait été aussi exploité alors qu'il est apparu dans un seul cartoon de l'âge d'or. L'on peut réellement parler de One Time Wonder sur ce coup. D'autres personnages one-shot des Looney Tunes n'ont pas eu autant de chance que lui. Quelque part, ça renforce l'aura énigmatique de Michigan. Chuck Jones lui-même a avoué que c'est un personnage qu'il adore, mais qu'il ne comprend pas. Mais aussi énigmatique que soit cette grenouille, elle a clairement sa place au firmament des batraciens légendaires, aux côtés de Kermit, la famille Plantard, le crapaud Hypno aussi, j'imagine. Et enfin bref, c'est une légende quoi, je n'ai rien exagéré. It's extraordinary that a character who only appeared once in one cartoon, without any other starring character at his side, could have such a lasting impact. Sur ce, c'est à mon tour de tirer ma révérence pour le moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et on se retrouve lors de la prochaine chronique. Ciao! You may find yourself living in a shotgun shack, and you may find yourself in another part of the world. And you may find yourself behind the wheel of a large automobile. And you may find yourself
in a beautiful house with a beautiful wife. And you may ask yourself, well, how did I get here?